Salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, review de la Week 6. Nous ne sommes que trois, donc moi-même Elio de Marinan, notre ami Ryan d'LSU. Salut Ryan. Salut tout le monde. Et notre Gus national de Notre-Dame. Salut Gus. Salut les gars. Et d'ailleurs, en parlant de Notre-Dame, juste petite demande auprès de vous, les auditeurs. Si quelqu'un. Alors, Gus a eu un problème avec son compte Notre-Dame France. Pour l'instant, il est inactif, il n'arrive pas à le récupérer. Si quelqu'un pourrait tenter de lui donner un coup de main, s'y connaît un petit peu bien, notamment avec les politiques Twitter, tout ça, voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur un de nos réseaux de TrickPlay et on vous mettra directement en lien en relation avec Gus 6. Et vous pourriez lui donner un petit coup de main pour récupérer le compte. Ça nous manque, ND France. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît. On démarre tout de suite avec une semaine encore exceptionnelle, un week-end exceptionnel avec cette défaite. Et là, chapeau, grande D Texas A&M, cette défaite d'Alabama face à Texas A&M qui eh bien, devient la 40e équipe qui était classée à perdre cette année. C'est arrivé, c'est la première fois que ça arrive en fait dans l'histoire de l'A-People, voilà, depuis que l'A-People a démarré en 1936, au bout de 6 semaines. Voilà. Donc c'est assez historique ce qui est en train de se passer cette année 2021. On va en parler après du match Alabama parce que déjà, on avait une affiche énorme, on vous en avait parlé sur le live Twitch samedi, qui démarrait samedi à 18h, heure française. Du côté du Texas et du Cotton Bowl à Dallas pour ce Red River Showdown, ce clash entre Oklahoma et Texas. Augustin, je te laisse nous parler de ce match qu'on a vécu en direct, qu'on a commenté aussi sur Twitch. Et qui était, enfin pareil, on a assisté à un match, un des plus grands matchs de ces dernières années. C'est un des plus grands matchs de ces dernières années et c'était certainement le meilleur match de cette année. Bon, après, on fera la comparaison avec Texas A&M Alabama. Mais là, c'était clairement à 18h le meilleur match depuis le début de la saison. Tout d'abord parce que, évidemment, il y a un contexte qui s'est allié à la performance. C'est un Red River Showdown, c'est une rivalité légendaire du college football. Et on sait que bah voilà, il y a toujours un peu plus, les projecteurs sont plus tournés vers ce match que vers les autres. Et c'est tout à fait justifié à la vue en fait des performances que ces deux équipes nous livrent maintenant depuis quelques années. Et ce match n'a vraiment pas dérogé à la règle. Je vous propose de faire un petit tour du scénario du match pour un peu confirmer tout ça parce qu'on a assisté à un truc de malade. Alors, c'est parti sur les chapeaux de roue dès le premier quart-temps avec un touchdown de Xavier Worthy, le receveur true freshman, un touchdown de 75 yards sur la toute première action du match. Donc voilà, le match il a commencé tambour battant. Là, on était tous en mode non mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça en fait c'est confirmé dans la suite du match puisque Oklahoma récupère forcément le ballon derrière et voit son punt bloqué par Texas dans leur red zone. Un punt qui est recouvert par la défense des Longhorns. Et après, Bijan Robinson n'a plus qu'à aller faire quelques yards à la course pour aller concrétiser tout ça. Ce qui donne un score de 14-0 en à peine 2 minutes de jeu. À ce moment-là, on commence à avoir peur pour Oklahoma. On se dit, mais tu peux pas faire un pire début de match. Et on a rarement vu quelque chose comme ça. Après, Spencer Rattler, qui a fait un bon début de match, je préfère le préciser maintenant, a réduit l'écart. Mais Casey Thompson, le quarterback des Longhorns, a envoyé une bombe de 48 yards pour Joshua Moore tout de suite dans la foulée. Bref, tout ça pour dire que Texas a déroulé sur ce premier quart-temps à un point où il y avait 28-7 à la fin. Vraiment, entame de match catastrophique pour Oklahoma. Au deuxième quart-temps, et c'est là que ça devient intéressant, Spencer Rattler, après avoir mené un beau premier drive, il faut le dire, a été catastrophique. Il s'est donc fait bencher par Caleb Williams, le quarterback true freshman, hein, je crois top 5 recrue la classe 2021, la QB 2021. Donc qui est rentré sur le terrain et qui a inscrit sur son premier snap, hein, je vous le dis bien, sur son premier snap, un touchdown de 66 yards où il traverse la D-line des Longhorns et part inscrire le touchdown en sautant sur le pylône. Bon, encore une fois, ça a rajouté du drama, hein. Ça a encore conforté ce scénario et c'était ouf. Bref, à la fin de la mi-temps, 38-20 pour Texas.
Si le score, et ça je pense que vous êtes d'accord avec moi les gars, laissait croire à une déculottée, comment dire, à une avance irrattrapable, je pense pas qu'on ait eu tellement cette impression parce qu'on sait que Oklahoma avait cette puissance de frappe en attaque pour rattraper et c'est ce qui s'est passé en fait sur le troisième et quatrième quart-temps. Déjà parce que OU est revenu à 11 points à la fin du troisième quart-temps. Donc déjà grâce à une défense qui a fait déchanter l'attaque de Texas. Et puis là, sur le quatrième quart-temps, Caleb Williams a commencé à réellement à m'a montré de quel bois il se chauffait à nous prouver que bah, c'était peut-être lui en fait le successeur de Baker Mayfield ou de Kyler Murray à Oklahoma en nous sortant une bombe. Mais franchement, je pense que c'est le plus beau touchdown de ce début d'année. Une passe de 52 yards millimétrée pour le receveur Marvin Mims. Ouais, c'était En plus, exceptionnel. non, mais ce qui est incroyable, en plus, Elio, c'est qu'il est sorti de sa poche pour aller se mettre en position. Enfin bref, c'était complètement incroyable. Et le mieux, en fait, dans tout ça, c'est que Spencer Rattler est rentré sur le terrain pour faire la conversion à 2 points. Une passe pour Bolden, c'est ça? Non, pour Drake Stoops, voilà. Et on a Yes. eu un match, un tie game 41-41. Et Et d'ailleurs, juste après- d'ailleurs, je te coupe 2 minutes, Gus, mais pour le coup, ça, je trouve que c'est un super move de coaching de la part du coach d'Oklahoma. Parce que justement, à ce moment-là, tu vois, Caleb Williams a rien enterré. Tu sais, le débat est encore là sur au prochain match, qui est-ce que tu mets. Et en fait, ça te permet de garder en fait psychologiquement Rattler concerné, parce que en fait, tu le jettes pas sous les roues du camion, quoi. Tu l'envoies, c'est quand même une conversion à 2 points, faut la faire, tu vois. Bah, c'est ça, et en plus, comme tu dis, c'est il a répondu aux attentes sur cette conversion à 2 points. Il s'est pas dégonflé et ça a permis à Oklahoma d'égaliser. Après, il y a Kennedy Brooks qui a inscrit un touchdown, et là, c'est la première fois du match que les Sooners passent devant 48-41. Mais un dernier touchdown de Xavier Worthy nous laisse croire à une prolongation. Voilà, donc il y a 48-48, il reste 15 secondes à jouer, mais la défense de Texas se trouve complètement sur la dernière action du match et laisse Kennedy Brooks, leur running back, aller inscrire le touchdown de la C'est du victoire. n'importe quoi. Et ça fait victoire 55-48 pour Oklahoma au bout du suspense, au bout d'une remontée incroyable, une remontée auquel on ne croyait pas du tout en début de match en fait. Et ça nous donne un des plus beaux matchs de l'année. J'aimerais rebondir un petit peu au-delà de ce scénario incroyable. Il y a des joueurs exceptionnels sur cette rencontre qui nous ont, en fait, qui l'ont fait vivre, qui l'ont magnifié, j'ai envie de dire, à commencer par Bijan Robinson. On va commencer chez les perdants. Euh, 20 portées, 137 yards et un touchdown, dont une course, celle de 50 yards d'ailleurs, qui permet après d'aller inscrire un touchdown où il fait un stiff arm, mais incroyable. Bref, sur l'action, en fait, il nous a montré ce dont il était capable, en fait, toutes ses qualités en une action, et c'est assez incroyable. Et comment parler en fait de cette équipe de Texas, sans parler de Xavier Worthy, 9 réceptions, 261 yards pour 2 touchdowns. Ça fait 29 yards à la réception. Lui, il nous a sorti un match de malade et c'est la future star du college football au poste de receveur. Du côté d'Oklahoma, euh, les running backs, hein, Kennedy Brooks, 217 yards pour 2 TD et Marvin Mims, le receveur, 136 yards pour 2 touchdowns. Les gars, petite question, choke de Texas ou remontée d'Oklahoma? Alors, un peu Euh, des deux, j'ai envie de dire, un peu des deux. Pendant tout le match qu'on commentait avec Kevin, et même à la mi-temps d'ailleurs, on disait attention Texas, faut pas se relâcher. Oklahoma, va y avoir du réajustement à la mi-temps. Lincoln Riley, c'est un coach intelligent, ça faut jamais l'oublier. Alors, encore une fois, ils n'ont pas la meilleure défense Oklahoma chaque année, mais ils ont une des meilleures attaques et ça peut faire mal, ça peut faire très mal, surtout si ton attaque ne marque pas. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps pour Texas. Donc, ouais, il y a eu ce choke de Texas offensivement parlant. On sait que Casey Thompson aussi, leur quarterback, s'est un petit peu blessé au doigt ou au poignet à un moment. Et il nous sort un match de malade, il faut le Et préciser, il hein. sort un beau match en plus. Le Hein. Mais voilà, il y a un touchdown, moment où c'est une passe magnifique. il y a une sorte de régression à partir de cette petite blessure aussi. Et derrière, offensivement, il fallait que Texas s'assure derrière offensivement. C'est pas forcément la défense d'Oklahoma qui a tout fait en seconde mi-temps. C'est aussi l'attaque de Texas qui s'est sabordée, je trouve.
et tu peux rien faire parce qu'en face, finalement, tu as Lincoln Riley qui lance Caleb Williams et qui sait pourquoi le lancer parce que ça, c'est pareil. Lincoln Riley, chapeau bas. Parce que pour lancer un freshman dans ce genre de match en disant, voilà, on est en train de perdre, il va falloir que tu rattrapes tout, c'est qu'il avait une confiance immense en Williams. Pour bencher Rattler aussi, il faut le vouloir. Et j'en viens sincèrement, chapeau à... La transition est toute trouvée. Est-ce que vous benchez Rattler après ce match pour mettre Caleb Williams, Ryan? Moi, oui. Très clairement, oui. Je pars du principe que quand tu es une grosse équipe donc, de college football, comme se le veut Oklahoma, il n'y a pas de temps en fait pour les sentiments ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si tu as un freshman qui peut te permettre de gagner des matchs, de t'emmener en playoff, de t'emmener sur un bowl majeur, mec, ça a beau être un freshman, un true freshman, un sophomore, tu le mets sur le terrain. Ouais, mais c'est ça. En fait, on en revient à la finalité de ce jeu qu'est le football américain. Le but, c'est de gagner. Donc, il n'y a pas de place aux sentiments. Si Caleb Williams, dans la situation maintenant, est celui le plus à même de te faire gagner, bah, tu le titularises, il n'y a pas de débat à avoir. Mais là où tu vois, donc en soi, je suis assez d'accord puisque c'est ce que je viens de te dire. Mais en même temps, pour moi, ça dépend vraiment des contextes. Tu vois, autant je suis de cet avis-là pour tout ce qui est donc gros programme et programme qui veut truster le haut du classement. Pour d'autres où tu es en reconstruction ou quoi, en fait, je suis plus de l'avis inverse, tu vois. Je préfère laisser mes seniors, mes juniors m'aider à bien reconstruire, mettre des bonnes fondations bien solides. Mais par contre, si mon objectif avoué, c'est d'aller en playoff, c'est d'aller chercher un bowl majeur, c'est d'aller jouer même le titre, mec, là, il n'y a pas de sentiment. C'est freshman, pas freshman, je mets celui qui est le plus performant sur le terrain. T'es pas content? Frère, il y a les entraînements toute la semaine. Montre-moi que t'es meilleur pour regagner ta place. Je suis d'accord. Et du coup, Ryan, cette victoire permet à Oklahoma de revenir en fait dans le top 4 de l'IP Poll. Les Sooners sont 4e. Match suivant, en tout cas, allez voir le replay de ce match si vous n'en avez pas eu l'occasion. Ça restera, je pense, encore. Si The Trick Play est toujours là dans 5 ans, on en refera les commentaires en match historique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir ce match, c'était incroyable. Autre match, donc on en a parlé en tout début d'épisode, très 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 surprenant du côté de la ACC, exceptionnel même je dirais. La victoire à domicile de Texas A&M face à Alabama. Alabama premier de les People depuis le début d'année. Alabama qui n'a jamais failli une seule fois depuis le début d'année, faut le dire. Et c'est la première fois depuis 2008 qu'une équipe numéro 1 du pays perd face à une équipe non classée. La dernière fois, c'était en 2008 en Week 3. Oregon State avait battu USC, le USC de Mark Sanchez. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir à quel point ça remonte. Ça faisait 100 matchs qu'Alabama n'avait pas perdu contre une équipe non classée. 100 matchs, les mecs. La dernière fois, c'était en 2007, il y a 14 ans, face à l'University of Louisiana à Monroe. Et je me permets, parce que justement, ça me permet de faire ma pub et de montrer à quel point cette équipe de Saban est incroyable. C'est que maintenant, l'équipe avec justement qui reprend le lead sur cette série, c'est Notre-Dame avec 36 victoires consécutives face à des équipes non classées. Donc la deuxième équipe qui a le plus de victoires de victoires consécutives face à des équipes non classées, c'était Notre-Dame avec 36 matchs. Vous voyez le gap quand même entre 100 matchs et 36 matchs. Ça vous montre qu'Alabama est le programme des 2 dernières décennies, en fait. Et ça crée aussi une autre fin de streak, parce que c'est la première défaite de Nick Saban face à un de ses anciens assistants. Hein. Alors, en assistant, il a eu quand même quelques gros noms. On pense là, il y a eu Sarkisian récemment, mais on pense à Lane Kiffin, surtout, Derek Dooley, Kirby Smart, le coach de Georgia, Will Muschamp, etc., etc. Donc, c'est la première fois en 24 rencontres de Saban face à un de ses assistants qu'il perd. Bravo à Jimbo Fisher. Alors, je vais vous résumer un petit peu le scénario de ce match, hein, parce que vraiment, c'était... dès le départ, Texas A&M était dedans, quand même, faut le dire. Il y a un fumble de Bryce Young, le quarterback d'Alabama, qui est recouvert par les Aggies, qui permet à Texas A&M de marquer sur le drive suivant. On est à 17-7 pour Texas A&M. Ensuite, Young est intercepté dans la end zone au second quart-temps, donc il y a toujours 17-7 à ce moment-là. Et Zach Calzada, donc pareil, le QB un petit peu sorti de nulle part cette année pour Texas A&M, hein, ancien 3 étoiles originaire de Georgie, qui est Zach Calzada qui a intercepté derrière aussi sur le drive offensif après l'interception de Young. Donc
À ce moment-là, on sait que Texas A&M aurait pu prendre un petit peu plus d'avantages sur Alabama sans cette interception et ça leur aurait été profitable. Il y a 24. Cela dit, Elio, l'interception, je la trouve quand même vraiment clutch. En fait, quand tu regardes tout le drive où Alabama commence à vraiment dérouler comme il faut, je crois, ils sont sur les 5 yards à peu près, peut-être même moins. Et l'interception est vraiment clutch parce que Young est du coup à 2 turnovers sur le début de match et permet en fait à TAMU d'être devant à la mi-temps. Tu vois, même si derrière TAMU se refait intercepter. En fait, ça a moins d'impact psychologique sur un Calzada de se faire intercepter que sur un mec comme Young à qui tout réussit depuis le début de saison, tu vois. Totalement. Et donc 24-10 à la mi-temps. Et justement, là, ça va devenir un match un petit peu plus orienté special teams parce qu'il y a un punt de Texas A&M qui est bloqué pour un retour en touchdown d'Alabama. Donc on est à 24-17, punt bloqué et touchdown direct. C'est assez exceptionnel. Devon Achane, le running back de Texas A&M, qui ensuite inscrit un touchdown sur retour de punt. Encore une fois, le special teams. Hein. Donc vraiment un match où il y a un peu de tout. Et puis, 5 minutes avant la fin, il y a Alabama qui mène 38-31 avec un touchdown et une conversion à 2 points notamment qui passe. Et derrière, franchement, il a chapeau à lui, vraiment, parce que la pression, c'était quand même sur ses épaules à ce moment-là. Pour un jeune quarterback comme lui, Zach Calzada nous sort un super drive. Il lance un très très beau touchdown pour Enya Smith, le running back slash receveur. On est à 38 partout. L'attaque suivante d'Alabama est stoppée. Alors là, gros play de la défense pour Texas A&M qui finalement scelle le match parce que derrière, tu as Calzada qui offre encore un énorme drive pour donner le field goal de la victoire. 41-38 pour Texas A&M face à Alabama. Le public qui envahit le terrain et ça valait le coup d'ailleurs. Il y a les vidéos, il y a les images, hein, vous pouvez voir sur tous les réseaux. Les images, elles sont incroyables, franchement, mais. Et non, franchement, on a eu tout dans ce match. Hein. On a une ligne offensive de Texas A&M qu'on attendait beaucoup avant cette saison, qui a déçu, qui là a vraiment fait son taf. Hein. Il y a un bon rythme de croisière, ça y est, il faut que ça continue comme ça. On a eu 2 défenses qui par moments étaient un petit peu inquiétantes, hein, qui se sont pris quelques big plays. Et moi surtout, rappelez-vous, l'épisode de la semaine dernière, je disais, pourquoi Jimbo Fisher, il n'utilise pas plus ses playmakers, sachant qu'il a 3 running backs qui sont très très forts à la réception et qui peuvent aussi très bien courir. J'étais étonné qu'il les utilise pas autant. Et bah là, cette fois-ci, il les a utilisés et ça a payé. Donc je parle d'Isaiah Spiller, hein, Devon Achane, Enya Smith. Il y a aussi eu le tight end qu'on attendait depuis longtemps, Widermeyer. On l'attendait toute la saison, qui a fait un gros match. Franchement, cette fois-ci, Jimbo Fisher, très bon coaching. Il a peut-être enfin compris qu'il fallait faire jouer et qu'il fallait pas non plus compter à chaque fois que sur un ou deux running backs ou sur le quarterback. Pour vous, j'ai une question, et pour toi notamment, Augustin, tu donnerais quelle importance à ce match dans la mauvaise saison de Texas A&M? Parce qu'on, comme on disait, ils sont pas classés, alors qu'au début de saison, je crois qu'ils étaient classés genre 5e ou 6e du top 25 pré-saison. Tu mets quoi comme importance dans ce match? Bah ouais, du coup, Elio, Texas A&M est forcément avec cette victoire face au numéro 1, c'est la première depuis 2008 pour une équipe non classée. Il rentre dans le top 25. Mais je pense que justement, c'est le genre de victoire. Tu peux avoir une saison avec 5-6 défaites. C'est le genre de victoire qui donne un sens, en fait, comment dire, au souvenir des gens. J'entends par là que cette victoire-là, les fans de Texas A&M s'en rappelleront toute leur vie. C'est une victoire qui est rentrée en fait dans le patrimoine, j'ai envie de dire, mémoriel de la fac. Et quand on connaît l'histoire de cette fac et cette équipe en particulier, bah là, ça va tout droit au panthéon de Texas A&M. Donc j'ai envie de dire, on s'en fout du bilan, on s'en fout des défaites avant, on s'en fout de ces matchs poussifs. Je pense à Colorado, à Arkansas, tous ces matchs poussifs en attaque. Là, tu as mis fin bon, pas une dynastie, parce que tu as mis fin à des statistiques de dynastie. Tu as battu Saban pour la première fois depuis très très longtemps. Et en fait, c'est tout ce que tu dois retenir de ce match, quoi. Voilà, c'est un match qui va rester dans la mémoire des supporters, et ça vaut tous les bilans, tous les trucs du monde. Et d'ailleurs, pour aller plus loin dans ce qu'avance Gus,
Pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitter, ça nous arrive de faire des petits spaces. Je fais notre pub, hein, donc suivez The Trick Play pour pas les manquer. Et on avait justement eu un supporter de Texas A&M qui s'inquiétait un petit peu de l'arrivée donc de Texas en sec, en se disant j'espère que vu l'histoire de Texas, ils vont pas repasser devant comme étant l'équipe la plus dominante du Texas et nous prendre tous nos joueurs, vu qu'avant on avait l'argument d'être en sec, on pouvait ramener des joueurs. Là, ça risque d'être compliqué. Ce genre de match-là, ça compte. Ce genre de match-là, ça compte pour imprimer dans la tête de tout le monde que la première équipe du Texas, c'est Texas A&M. Ah ouais, C'est c'est vraiment- ça, tu construis dessus en fait. C'est ça, exactement. Tu construis dessus, donc déjà au niveau historique, comme tu le dis. Mais là, il faut que Jimbo Fisher continue sur cette dynamique. Tu vois, Elio parlait du fait que ses playmakers n'étaient pas assez utilisés et tout. Là, tu as vu ce qui a marché contre la plus grosse équipe du college football sur ces 20 dernières années. Tu vois. Donc là, tu l'as la recette de ce qui marche contre Alabama. Je vois pas pourquoi ça marcherait contre Bama et pas contre Colorado ou d'autres, tu vois. Donc là, maintenant, c'est à Jimbo de pas déconner et de continuer à s'appuyer sur ses stars, entre guillemets. Énorme victoire de Texas A&M, donc Alabama qui descend à la 5e place du classement iPeople, tandis que Texas A&M il fait son retour. Texas A&M reste fort. Messieurs, autre match de sec, autre gros choc de la SEC. Arkansas qui était classé 13e se déplaçait du côté d'Ole Miss qui était classé 17e. Encore un match de fou les gars. Ouais, clairement. Là, on a eu un match. J'ai envie de dire maintenant, ça commence à être récurrent. Toutes les semaines, on a des grosses affiches et des matchs de ouf. Bah, celui-ci, il déroge pas à la règle. Donc, pour vous refaire un petit peu le scénario du match, match qui commence dès le premier quart-temps en fait sur les chapeaux de roue, puisque dès le début, on peut voir un Arkansas qui est assez joueur, qui utilise en fait une 4e tentative, je crois, au bout de 2 ou 3 minutes de jeu. Avec succès, puisque ça permet en fait aux Razorbacks d'aller chercher le premier touchdown du match grâce à une magnifique feinte de toss qui est en fait la balle est conservée par KJ Jefferson qui en fait déroule tranquillement. La défense d'Ole Miss a croqué à la toss et en fait KJ Jefferson déroule tranquillement jusqu'à la end zone pour marquer les 7 premiers points du match, enfin les 6 premiers points et ensuite l'extra point est réussi. Du côté d'Ole Miss, ça répond du tac au tac. Pareil, dans le premier quart-temps. Sur le drive suivant, Lane Kiffin répond avec 2 quatrièmes tentatives qui sont tentées et complétées et qui derrière sont emmenées jusqu'à la end zone pour inscrire le premier touchdown d'Ole Miss à la course par Matt Corral, encore lui. Mais le kicker d'Ole Miss rate complètement son field goal. Donc en fait, sur ce premier quart-temps, Arkansas est devant, 7-6. Derrière, sur le deuxième quart-temps, on assiste du coup à un match plutôt équilibré. Il y a des big plays des deux côtés, que ce soit à la course ou à la passe. D'ailleurs, un petit good job aux deux offenses pour leur jeu à la course, car vous le verrez, il y a eu des gros jeux à la course. Léger ascendant pour Ole Miss néanmoins, avec notamment une grosse transfo à 2 points inscrite par Matt Corral qui se fait genre découper la tête. Genre je sais pas si vous avez vu l'action les gars, mais c'était du catch, de la WWE. Il se fait arracher le cerveau. Apparemment c'était pas assez. Ah ouais non, c'était abusé. Mais bon, visiblement c'est pas assez pour les arbitres de sec pour le flaguer, hein. Comme grosse action de la part d'Ole Miss, on a aussi une action défensive cette fois-ci avec un gros fumble provoqué par le linebacker Campbell qui a transféré à Ole Miss cette année si je dis pas de bêtises. Et donc à la mi-temps, Ole Miss rentre au vestiaire devant 21-14 grâce notamment à cette transfo à 2 points inscrite par Corral. Au troisième quart-temps, on reprend les mêmes acteurs et on recommence, hein. Tout s'enchaîne très vite. Il y a des catchs mais absolument monstrueux, coup sur coup de Traylon Burks. Le mec va catcher des ballons mais sur la tête des DB au point le plus haut. C'est magnifique. On a aussi un TD incroyable de Snoop Conner, donc le running back d'Ole Miss qui transperce la défense d'Arkansas. Il y a quand même plus facile à transpercer que la défense d'Arkansas. Donc il marque un TD, je sais même plus, de 60 et quelques yards à la course, magnifique. Ou encore KJ Jefferson qui plus tard va marquer lui aussi, encore une fois à la course. Donc on se retrouve en fait assez rapidement donc à 31-31 au début du quatrième quart. Et alors là, on a eu un quatrième quart-temps mais incroyable, avec pas moins de 41 points inscrits au total par les deux équipes. Pour clôturer ce match, les deux équipes elles continuent de s'appuyer donc sur des offenses monstrueusement efficaces.
On a Ole Miss qui reprend finalement la tête avec 9 minutes à jouer dans le 4e quart, avec une passe mais absolument somptueuse de Matt Corral pour Sanders. Vraiment, elle est parfaite, juste ce qu'il faut d'air, elle arrive au bon moment, le receveur n'a pas besoin d'ajuster sa course, elle lui tombe vraiment dans les mains. Et derrière, donc... l'année, je trouve. Franchement, la passe, elle est ouf. La passe de Corral, ouais, elle est incroyable, parce qu'il en fait 2, il en fait une juste après, mais c'est vraiment un amour de passe, une passe incroyable. Derrière, on a Snoop Conner qui va du coup marquer son 3e touchdown du match. Pareil, il déroule tranquillement des blocs parfaits de la O-line d'Ole Miss pour mettre justement Ole Miss devant à 45-38. Et derrière, il faut attendre donc les 2 dernières minutes du match pour voir le score évoluer. D'abord grâce à une course nonchalante mais efficace de KJ Jefferson, qui a un gros gabarit. Il me fait un petit peu penser à un Cam Newton en moins athlétique. Donc on revient à 45-45. Derrière, juste tout de suite après, on a Matt Corral qui redélivre une passe magnifique pour Sanders, qui cette fois-ci l'emmène au bout. 52-45 donc pour Ole Miss à ce moment-là. Et encore une fois, tout de suite après, on a donc le dernier drive d'Arkansas. Je crois il restait une trentaine de secondes. Donc ça déroule tranquillement et en fait, à la dernière seconde du match, on a Warren Thompson qui s'élève au-dessus de tout le monde dans la défense d'Ole Miss pour aller catcher la passe de la dernière chance. Touchdown donc d'Arkansas. Et là, en fait, on a Arkansas qui surprend un petit peu tout le monde parce qu'au lieu de jouer la transfo à 1 point pour aller en overtime, le coach décide de jouer la gagne. Chose qui se fait parfois en college football et qui montre qu'on a un petit peu des grosses cojones, hein. Donc ça joue la gagne et ça s'avance pour une transfo à 2 points qui sera donc manquée avec une passe du coup mal ajustée de KJ Jefferson qui est bien trop haute pour être jouée. Mais en tout cas, gros message envoyé par le coach d'Arkansas donc qui décide de la jouer à 2 points. Pas tout le monde l'aurait fait. Sur ce match-là, on a donc 1287 yards au total pour les 2 équipes, dont 674 rushing yards. Comme je vous dis, ça a couru vraiment beaucoup. Et pour un total donc de 103 points dans le match qui est remporté donc par Ole Miss, 52-51. Donc un match incroyable, encore une fois. Si vous êtes des amateurs d'offense ou même de football ou de college football en général, n'hésitez pas à regarder ce match parce que c'est un vrai match incroyable de college football. Là aussi, il y avait des changements de lead dans tous les sens, des gros jeux, c'était un match de ouf. Des enjeux, Ryan, aussi, parce que c'était un match entre 2 équipes qui voulaient prétendre, on va dire, à ce titre de la SEC. Et voilà, Ole Miss, a perdu contre Bama, Arkansas contre Georgia, mais là, en battant un prétendant, un concurrent direct à cette finale en SEC, est-ce que Ole Miss se positionne en fait comme le principal maintenant concurrent de Bama et Georgia? Elio, une idée? Je sais que ça va pas forcément plaire à Valentin, donc j'ai un peu du mal à le dire, mais non, je pense pas. Ils ont un calendrier encore Ole Miss qui est long, hein. Il y a un déplacement à Tennessee la semaine prochaine. On peut dire ce qu'on veut de Tennessee, mais en ce moment ça joue plutôt bien. On a un déplacement à Auburn de prévu. Il y a LSU, il y a Liberty, il y a Texas A&M dont on vient de parler. Il y a du chemin jusque-là, et sincèrement, quand je vois que Georgia a outplay Arkansas, qui vient de quasiment, qui aurait pu gagner la face à Ole Miss, quand je vois qu'Alabama ont tout de même outplay Ole Miss, ça sera beaucoup trop compliqué à mon avis. Déjà, s'ils arrivent à gagner la plupart de leurs matchs à venir, ce dont je doute pas forcément, hein, mais déjà ça sera très bien. Mais aller chercher un Georgia ou un Bama, j'y crois pas du tout. Sincèrement. La question, c'est plutôt de leur faire concurrence, d'arriver à la fin de la saison. Même de leur faire concurrence, finalement, pour leur faire concurrence, il faut avoir un niveau un petit peu similaire. Là, le niveau, il y a quand même un monde d'écart. Et est-ce que, du coup, moi, je vais juste te faire germer une petite idée comme ça. Est-ce que tu crois pas que, justement, la petite fessée qu'ils ont pris face à Bama, ça va pas, justement, leur permettre d'arriver en fin de saison, s'ils gagnent tous leurs autres matchs, à possiblement outplay ces équipes-là? Parce qu'on sait quand même que Lane Kiffin, c'est pas Joel Clodo, il sort pas de nulle part. Est-ce que justement cette petite fessée, elle n'a pas été riche d'enseignements? Est-ce qu'elle lui permettrait pas justement de vraiment être cette épine dans le pied
des deux gros prétendus de la SEC, tu vois. Après, je sais, Vas-y. juste, je vais terminer là-dessus parce que Val en a pas mal parlé. Après, il y a quand même un gros problème défensif du côté d'Ole Miss. DJ Durkin avec ses appels de jeu, l'utilisation des joueurs, apparemment, les leçons, il les apprend pas forcément. Et pour l'avoir eu comme coach à Maryland, je peux vous dire que c'est une tête de mule un petit peu sur ses idées. Donc, je pense que non, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ils ont l'attaque qu'il faut en fait pour embêter tout le monde. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. On sait très bien, on l'a encore vu là, alors qu'il n'y avait même pas de Jarion Ely sur le terrain. Mais derrière, la défense, c'est trop faible pour aller titiller des gros monstres. Encore une fois, on ne sait jamais. Hein. Texas A&M vient de battre Alabama. Pourquoi pas? Mais quand on voit les performances de Georgia, dont on va parler tout à l'heure, compliqué. Les gars, on va passer aux autres matchs intéressants de la semaine. Et il y avait encore un match là qui définissait un petit peu le sommet de la Big Ten, qui voyait Penn State, numéro 4 du top 25, affronter le numéro 3, Iowa, du côté d'Iowa City. Hein. Les Hawkeyes qui ont failli perdre tous leurs moyens parce que Penn State a bien démarré son match avec tout de même, alors bien démarré c'est un grand mot parce que Sean Clifford, le quarterback de Penn State, a lancé une interception dans ses 8 yards en tout début de match. Et derrière, Iowa n'a pas réussi à capitaliser, seulement un field goal, donc on a 7-3 au début du match. Ensuite, Clifford relance une interception et derrière, Spencer Petras, le quarterback des Hawkeyes, en lance une aussi. Voilà, à la mi-temps, il y avait 14-3 si je dis pas de bêtises pour Penn State. Entre-temps, pendant le second quart-temps, Shane Clifford, donc le quarterback titulaire, se blesse, est sorti. On n'a pas d'update sur sa blessure, si c'est grave ou non. En tout cas, il était out pour le reste du match. Et il est remplacé par Taquan Robertson, hein, qui est le quarterback remplaçant, qui était un 4 étoiles en 2018, lycéen. Robertson lance une interception. Voilà, non, je me suis trompé. Robertson lance une interception juste avant la mi-temps. Et Penn State n'a seulement que 7 points d'avance sur Iowa à la mi-temps, 17-10. Iowa passe enfin devant 6 minutes avant la fin du match à 23-20. Le drive offensif de Penn State est bien défendu par Iowa. Il y a eu 4 interceptions d'Iowa sur ce match. Dans les airs, c'était assez exceptionnel. Il y a un stop en 4e et 3 juste devant la field goal line qui aurait pu permettre à Penn State d'égaliser contre Iowa. Voilà, ce n'est une victoire assez clean quand même des Hawkeyes. C'est un stop, c'était un justement, match. Ce stop devant la field goal line qui est à l'image de cette saison d'Iowa, quoi. Alors, Oui, c'est révélateur. c'est un petit peu limite en fait à chaque fois, ça passe quoi, ça passe juste, mais Iowa ça reste quand même solide. Pour moi c'était un match de Big Ten, voilà, c'est de la Big Ten, on n'a pas un gros score, on a des deux côtés du terrain des défenses plutôt solides, pas de choses exceptionnelles non plus en attaque. Voilà, après il y a eu cette blessure de Clifford, on a bien vu que Clifford, pour moi c'est pas la plus grosse excuse de Penn State parce que Clifford finalement ne nous sort pas un match terrible avant de sortir. Voilà, il y a eu une vraie délivrance du public parce qu'il y a eu un envahissement de terrain, ça aussi c'était énorme, encore un envahissement de terrain ce week-end. C'est mieux qu'en Ligue 1, il y a plus d'envahissement de terrain en college football qu'en Ligue 1. et puis il y a aussi encore ce beau moment, ça faut le dire, cette image où il y a cet hôpital pour enfants, enfin cet hôpital dont la partie pour enfants qui est à côté du stade des Hawkeyes. Et à j'adore ces images-là. C'est ça. Et une fois par match, eh bien, il y a tous les joueurs, tout le public, tout le monde qui fait coucou aux enfants, qui regardent par la fenêtre et qui leur font coucou en retour. Voilà, c'est aussi un des beaux moments du college football. On vous invite à aller voir les images sur nos réseaux. Dont les adversaires. Dont les adversaires, oui, tout le monde, tout le stade, toutes les équipes, tout le monde. Donc voilà, assez exceptionnel et émouvant à voir. Iowa. Pour revenir à Iowa, c'est quand même 10 interceptions en 2 matchs. Non, mais eux, ils ont un backfield. On disait c'est composé que de seniors. Tout à l'heure, Ryan, il parlait un petit peu de l'importance d'avoir des seniors aussi dans son équipe. Le backfield est composé que de seniors et ça intercepte encore et encore. Donc, bon, la semaine dernière, c'était 5 interceptions contre Tolia. Je vais rien dire, mais voilà. Et Riley Moss qui était encore là pour intercepter, mais aussi, j'ai oublié son prénom, mais Hankins, son nom de famille, voilà. J'ai oublié le prénom, pardonnez-moi. J'ai une petite question quand même, Gus, et ça c'est vrai parce que
Alors, comme tu l'as dit, ce match, il est passé limite pour Iowa. Et à chaque fois, on sait que c'est un petit peu sur le fil du rasoir. Est-ce qu'Iowa va craquer avant la fin de la saison? Il y a quand même un calendrier qui peut être compliqué. On a un Wisconsin qui déchante cette année. On a Minnesota qui peut sortir de gros matchs ou non. Et on a un Nebraska qui est de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Justement, Elio, je pense que leur calendrier est très facile et tu as eu raison de mettre le point sur Nebraska. Et si c'était pas justement Nebraska, le caillou dans la chaussure pour Iowa sur cette fin de saison, parce que là, quand tu vois leur calendrier, donc Purdue, mauvais, Wisconsin, mauvais, Northwestern, encore pire, Minnesota, chaud ou froid, ça dépend de Bernard Denis, Illinois, mauvais, au final, c'est Nebraska, quoi, l'équipe qui peut leur faire peur. Et quand tu regardes ce calendrier, tu te dis, en fait, voilà, ça peut faire une saison invaincue, quoi. Surtout avec le contenu des matchs précédents. Alors certes, cette attaque, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle fait le taf. Et quand tu vois le niveau des équipes en face, tu te dis, mais en fait, pourquoi elle ne marcherait pas, cette attaque? Et quand tu regardes aussi ces équipes, tu te dis, mais elles sont où leurs attaques? Où sont ces attaques? Elle est où l'attaque de Northwestern, de Nebraska, d'Illinois pour inquiéter cette défense exceptionnelle d'Iowa? Bah, elle n'existe pas. Donc ça nous laisse penser à une saison invaincue d'Iowa qui les placerait en playoff. Donc moi, j'ai vraiment du mal à les voir craquer. On sait qu'il y a ce spectre qui tient depuis le début de la saison, mais quand tu vois la suite, aucune raison d'y croire. Autre match, cette fois-ci du côté de l'ACC. Et là, les amis, l'ACC donc. Les amis, on a eu un Florida State North Carolina qui a été tout simplement exceptionnel car c'est une grosse victoire des Seminoles de Florida State, 35-25 sur North Carolina. Alors déjà pour la petite anecdote amusante, Mac Brown, le coach de UNC, c'est 0 victoire et 8 défaites face à Florida State dans sa carrière. Donc assez saugrenu. Sachant que on a eu quand même un bon match de Josh Downs, le receveur de North Carolina, ça a été la seule étoile, on va dire, 121 yards, un touchdown. Comme d'habitude, c'est lui qui assure. Samuel en difficulté, 2 touchdowns, une interception. Et en face, Jordan Travis qui a marqué 3 touchdowns à la passe, plus 2 à la course. Non, Et, gros, Travis, et en ouais. fait, on a l'impression que, moi j'ai regardé du coup les highlights, que McNorvell essaye d'éviter à tout prix de jouer à la passe. J'entends par là que ça a provoqué beaucoup trop de turnovers sur les derniers matchs et il essaye de s'appuyer d'appuyer là où ça fait mal chez les autres équipes et là où ça marche pour eux. Donc c'est ce jeu à la course avec Corbin, Ward et Travis qui ont couru en tout pour 39 portées. Et voilà, ça leur sourit. Et mine de rien, Florida State est à 2 victoires d'affilée. Ils jouent la semaine prochaine non, dans 2 semaines. Ils jouent dans 2 semaines face à UMass. Et voilà quoi, les Seminoles qui retrouvent un petit peu le sourire après ce début de saison catastrophique. Et après avoir été mené 10-0 à la fin du premier quart-temps, ils ont inscrit 3 touchdowns au second quart-temps. Florida State pour 0 du côté de North Carolina. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, petite pensée très rapide pour Samuel, qui est un quarterback que j'apprécie, et le pauvre, il me fait de la peine. On est d'accord. CJ Samuel. Ah, mais qu'est-ce qui te fait de la peine entre Samuel et ce dont on va parler maintenant là? Mettons les termes directs et Moi, ce dont on va parler maintenant me fait plus de peine parce que j'ai plus peur de l'autre zinzin du 9-4 que de Samuel. Donc on va en parler tout de suite en sec. Il y avait Kentucky 16e à les People à ce moment-là qui recevait LSU. LSU, l'équipe favorite de Ryan, comme vous le savez bien. LSU, les nullards, voilà. Au bout d'un moment, faut dire le terme. Non. Non, mais j'arrive même plus à m'énerver. Là, j'atteins un niveau où, en fait, j'aurais peut-être préféré regarder la saison 2020 en direct plutôt que me taper toute la saison 2020 pendant l'intersaison, parce que me faire cette saison 2020 et enchaîner là avec la 2021 que tu le sais, on en avait parlé déjà en début de saison, je voyais pas LSU faire des grandes choses, mais j'attendais quand même un autre visage et j'arrive pas à m'énerver, je suis dégoûté, il me gonfle, j'en ai marre. Donc pour ce qui est du scénario, donc victoire de Kentucky 42-21. Alors comme ça on se dit que le score est pas
Ils nous ont pas éclaté, c'est complètement faux. C'est qu'à la fin, Kentucky a levé le pied et on a pu aller inscrire des points, mais sinon les mecs étaient en gestion, clope au bec, main sur le volant. Donc rien à dire sur ce match. C'était un viol de Kentucky. Leurs joueurs étaient meilleurs que les nôtres. Les mecs, tu vois les images, ils sont plus rapides, ils sont plus puissants, ils sont plus clutch, ils sont juste plus forts en fait, tout simplement. Donc comme je dis, LSU revient en fin de match un petit peu quand Kentucky lève le pied, on remet quelques points, mais rien à dire de ce match. Max Johnson, il fait ce qu'il peut, il peut avoir des éclairs de génie là. C'était un match où il est bof. Orgeron avait promis que sur ce match, ils allaient essayer de jouer un petit peu plus au sol. Ok, d'accord, bien ouais, mais en fait, le problème c'est que contre Auburn, on était devant et on jouait que de la passe et ça nous a niqué. Là, contre Kentucky, on est derrière, on joue que de la course. Donc, tu sais, au bout d'un moment, il faut aussi. C'est bien beau de vouloir jouer de la course, mais il faut aussi ajuster ton game plan selon ce qui se passe pendant le match. Donc, juste petit coup de gueule encore. Donc, on a Tyrion Davis-Price, notre running back numéro 1, qui, selon beaucoup de gens, est éclaté au sol et ne vaut rien et qui était la principale raison pour le fait que notre offense n'avance pas la course. Bah, c'est fou, hein, mais contre Kentucky, on lui a donné plus de 15 portées. Il nous sort un match à plus de 100 yards et 2 touchdowns. Ça va pour un jeu au sol éclaté. Moi, je dis ça encore une fois. Qu'est-ce que j'en sais? Et donc, voilà quoi. Il y a rien d'autre à dire de ce match. Kentucky, tranquille. Et il continue de monter à les people. Il continue d'impressionner semaine après semaine. Là où nous, on continue de décevoir semaine après semaine. Il y a vraiment quelque chose qui a l'air cassé en fait chez les Tigers. Moi-même, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai pas l'impression que les joueurs aient cessé de croire en Orgeron, mais il y a un truc, il y a un espèce de truc sous-jacent qui sent pas bon. Donc cette saison-là, on est à 3-3 pour le moment. On est à une victoire, 2 défaites en sec, et on est donc les bons derniers de la SEC West. On perd Keishon Boutte sur ce match, sur une action assez anodine où il monte pour aller chercher un ballon et en retombant, il se plie la cheville. Et pour l'instant, j'ai pas plus de news, mais ça sent vraiment pas bon et il y a de grandes chances pour qu'il soit out pour la saison. Donc là, on se présente maintenant avec donc Stingley et Keishon Boutte qui sont out, nos 2 meilleurs joueurs. Et ça se passe juste avant le run contre toutes les autres équipes de la SEC. Donc comme je vous dis, hein, pour l'instant, on a une victoire, 2 défaites en SEC. Sur les prochaines semaines, on va quand même affronter donc Florida, qui a l'air de bien se retrouver. On a Ole Miss, MDR, ils vont nous rouler sur la gueule. Bama, lol, Arkansas, lol, et Texas A&M qui eux vont taper Bama. Donc s'ils viennent avec les mêmes intentions et que Jimbo fait pas de la merde, on va encore se faire démonter. Donc voilà, hein, je vous laisse faire le calcul de combien de victoires en sec pour LSU. Et je sais pas si c'est le fan qui parle, mais pour moi LSU ne doit pas être dernier de la SEC West en fait. Jamais de la vie. Et sinon, Kentucky, c'est quand même à signaler, ils sont en 6-0 pour la première fois en 71 ans. Donc grosse perf pour Kentucky. Le head coach, donc Mike Stoops, si je dis pas de bêtises, Pardon ? C'est Marc. Marc, merci. Donc qui continue son opération séduction, hein, il fait quelque chose avec Kentucky qui est vraiment impressionnant pour le coup. Eh bien, après cette note un petit peu d'amertume, si vous connaissez un psychologue dans la famille, dites-le nous, on le mettra en relation avec Ryan. Notre-Dame se déplaçait du côté de Virginia Tech. Notre-Dame qui était classée 14e après la défaite face à Cincinnati. Augustin, est-ce que toi, tu as passé un bon week-end, contrairement à Ryan, justement? Ouais, pour le coup, j'ai passé un bon week-end, même si mon cœur s'en est pas encore bien porté, parce que Notre-Dame a gagné dans les derniers instants du match. Encore une fois, on se fait peur jusqu'à la fin. On remporte le match sur un field goal de 48 yards à 22 secondes du terme de la rencontre, 32-29. C'était un match hyper intéressant déjà sous plusieurs points. Virginia Tech à domicile semble vraiment être une équipe difficilement prenable. Je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a une âme qui se dégage, un surplus de motivation qui fait que c'est une équipe qui est quand même très difficile à jouer et qui a très très bien joué.
Bon, il leur manque un petit problème de quarterback avec Braxton Burstmeyer et notamment des receveurs qui dropent à des moments où il ne faut surtout pas dropper. C'est ce qui nous offre la victoire très, très clairement. Mais voilà, c'est un match hyper intéressant parce que il restait 3 minutes de jeu, ou ouais, non, 5 minutes de jeu, si je dis pas de conneries, et Virginia Tech menait 29-21. Tyler Buchner, notre quarterback true freshman, se blesse. On refait rentrer Jack Cohn, qui s'est fait bencher en début de match, justement par notre true freshman. Et là, il mène le drive de la victoire et il convertit la passe pour avoir les 2 points, qui nous permet de revenir à 29. Et après, gros taf de la défense, comme depuis le début de l'année, qui nous offre une position à 48 yards pour le field goal. Et voilà, ça fait victoire Notre-Dame. La semaine prochaine, on joue pas, c'est la bye week. Et je pense que c'est très bien comme ça, avant de recevoir USC pour une des plus grosses rivalités du college football. Exact, très très gros match sur le fond historique, on va dire, parce que cette année, bon. Michigan qui se déplaçait du côté de Nebraska en Big Ten. Encore une fois, victoire sur le fil. Ryan. Ouais, du coup, match que j'ai regardé après coup. Hein, je l'ai pas regardé en direct. Match qui commence assez timidement. Une première mi-temps pas folle à regarder pour les amateurs d'attaque, avec 2 grosses défenses en fait qui prennent le pas sur les attaques. Donc une grosse défense en général pour Michigan et surtout une très grosse D-line du côté de Nebraska. Faut attendre le deuxième quart-temps pour voir donc 2 petits field goals côté Michigan pour ouvrir le score. Donc Michigan est à 6-0 dans ce deuxième quart. Franchement, rien de fou à se mettre sous la dent. On a un espèce de faux rythme qui s'installe en milieu-fin du deuxième quart. Il commence à y avoir beaucoup de flags, beaucoup de reviews de la part des refs. Ça devient vraiment mou. Donc pour le coup, si vous comptez regarder le replay, n'hésitez pas à passer carrément toute la première mi-temps, ou en tout cas une grosse partie, parce qu'en toute fin du deuxième quart, on a le premier TD qui est inscrit par Michigan. Par contre, cette deuxième mi-temps, faut la regarder dans son intégralité parce que ça pète dans tous les sens avec 5 ou 6 touchdowns inscrits en deuxième mi-temps. Il y a des big plays en attaque, il y a des big plays en défense pour les 2 équipes et surtout on a un Adrian Martinez, donc quarterback de Nebraska, qui est impérial. C'est peut-être son match référence à lui pour cette année s'il veut avoir des prétentions de draft ou quoi que ce soit d'autre. Ce match-là, faut qu'il l'inscrive bien comme il faut dans sa tête parce qu'il a été clutch, il a été leader, il a enfin montré que c'était le quarterback de cette équipe. Donc match hyper plaisant à suivre, messieurs. Et justement, ça soulève comme une bonne question. Alors encore une victoire, Michigan toujours invaincu et j'aime voir ça, ça change un petit peu pour Michigan. Mais en face, Nebraska, finalement, quand on regarde le contenu un peu de leur match, ok, ils perdent contre les gros, mais à chaque fois, c'est au moins d'un touchdown ou un peu moins. Il y a un contenu qui est de plus en plus intéressant, en tout cas beaucoup plus qu'en début de saison. Notamment quand on voit que face au gros, finalement, c'est pas le même talent sur le terrain, malgré que Nebraska recrute plutôt bien. Pour vous, Gus, Scott Frost, si tu es directeur athlétique à Nebraska, tu t'en sépares à la fin de la saison? Comme tu l'as dit, Elio, la question elle est compliquée parce que Scott Frost a encore perdu par moins de 7 points. C'est la 3e fois de la saison après Oklahoma, Michigan State et Michigan. Donc 3 bonnes équipes, 3 équipes qui sont dans le top 10 de l'AP Poll à la week 7, parce que je précise, Michigan passe 8e. Et voilà, la question en fait, c'est tout dépend de la politique de ton directeur athlétique. Est-ce que tu considères que le contenu, on va dire, sur les 3/4 temps et 3/4 te suffit pour espérer un meilleur avenir? Ce que je pense personnellement, c'est que Scott Frost montre des belles choses. Ou est-ce que tu te dis que la finalité, c'est d'aller. Bon, d'ailleurs, c'est la finalité de tout coach, de gagner les matchs. Mais est-ce que tu te dis que ce qui manque à la fin, ce problème, je ne sais pas d'où il vient, de coaching, s'il est mental, est-ce que le fait de ne pas réussir à gagner en toute fin de match peut encore te garder ta place en fait en tant que head coach de ce programme mythique? C'est la question que je me pose. Moi, je préfère lui laisser encore un peu de chance, un peu de temps, parce que certes, ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'il est sur le hot seat, mais à chaque fois, il semble tellement proche. On a l'impression qu'il manque juste un petit déclic, une victoire référence pour que le programme parte de l'avant, et on a vraiment envie que ça arrive pour lui. Scott Frost, ancienne légende des Cornhuskers au poste de quarterback, on a vraiment envie que ça arrive.
Et voilà, je l'espère profondément. Après, tu sais, c'est comme dans beaucoup de sports aussi. Il faut, ouais, il est à ça de réussir tu sais, à retourner la pièce. Mais en même temps, il y a des coachs comme ça, tu vois. Il y a des coachs qui vont t'emmener où ça va être son plafond, justement. Où à chaque fois, tu vas te dire, ah, allez, vas-y, je lui laisse un an. Allez, je lui laisse 2 ans. Et en fait, tu vas lui laisser un an l'année prochaine, rebelote. L'année d'après, rebelote. C'est juste ces mecs-là où, comme tu dis, on sait pas si c'est un souci de coaching, de confiance, on sait pas. Mais c'est des mecs où, en fait, toute leur carrière, ils vont t'installer des bonnes bases pour la suite, mais ils vont jamais réussir à te faire passer un palier, tu vois. Faut prendre une décision, tu vois. Comme tu dis, c'est pas la première année où Scott Frost il commence à être regardé de travers, tu vois, à Nebraska. Donc, ouais, c'est une vraie question, mais tu peux en fait mettre en danger la suite du programme en le gardant trop longtemps, ce mec-là. Parce que si ça se trouve, c'est son plafond et il arrivera jamais à faire mieux que ça. Dans le duel de la peur, Connecticut se déplaçait du côté de Massachusetts. Deux équipes qui n'avaient toujours pas gagné cette saison. Hein, un duel tapeur. Victoire 27-13 de Massachusetts qui met fin à une dizaine de 742 jours sans victoire. Voilà, les trois équipes du college football qui sont toujours avec 0 victoire. C'est Yukon, University of Las Vegas, de Nevada à Las Vegas et Arizona. Voilà, super Arizona. Wake Forest qui se déplaçait du côté de Syracuse en ACC. Wake Forest qui était 19e à l'A-People. Eh bien, c'est une victoire qui a été gagnée en overtime 40-37 hein, face à une belle équipe de Syracuse qui a été combative du début jusqu'à la fin. Franchement, rien à dire. Notamment le running back, hein, Sean Tucker qui cumule 3 touchdowns, 1 à la réception, plus 2 à la course avec 153 yards. Syracuse qui met un field goal en overtime, il y a 37-34 et puis derrière Sam Hartman qui se démonte pas, le quarterback de Wake Forest et qui trouve son receveur A.T. Perry pour un touchdown de plus de 30 yards dans le coin gauche au fond de la end zone. Donc vraiment il fallait le faire. Il y a A.T. Perry au passage qui sort aussi un gros match avec 3 touchdowns. Voilà, c'est encore une belle victoire hein, malgré que ce soit à l'arrache sous le leadership de Sam Hartman, le quarterback dont on parle souvent, qui était passé dans QB1 d'ailleurs, vous pouvez voir sur Netflix. Et Wake Forest est à 6-0, 6 victoires, 0 défaites. C'est la première fois en 77 ans. On avait aussi un match assez indécis au niveau du résultat. Boise State qui se déplaçait du côté du numéro 10, BYU. Et bah, les Broncos ont battu le numéro 10 BYU 26-17. Alors pour le coup, cette défaite à domicile, on ne s'y attendait pas du tout, on ne la voyait pas venir. C'est la première de l'année pour BYU qui se maintient tout de même dans le top 25. Hein, ils sont 19e, donc ils chutent de 9 places. Boise State doit sa victoire déjà à leur défense qui a provoqué un fumble au troisième quart-temps au meilleur des moments. C'est le moment où BYU commençait à reprendre un peu le momentum. Et grâce à Khalil Shakir, leur receveur qui a sorti les Corones, qui a fait les bons catchs au bon moment du match. Et c'est vraiment ces deux facteurs qui ont fait que Boise State a remporté ce match. Ça vient sauver ce début de saison pas très bon. Hein. Les Broncos étaient à 2 victoires et 3 défaites jusqu'à ce match. Et voilà, cette victoire upset à l'extérieur est une victoire signature qui leur permet d'avoir un bilan à l'équilibre. On retourne du côté de la SEC avec ce qui, sur le papier, est quand même un bon choc. Georgia, qui était numéro 2, se déplaçait du côté d'Auburn, numéro 18. Eh bien, Georgia est invaincue depuis 5 matchs face à Auburn désormais. C'est la première fois depuis l'ère 1944 à 1948, donc fin de Seconde Guerre mondiale. Avec cette victoire de Georgia, 34-10, Bonix qui n'a lancé aucun touchdown pour Auburn et s'est fait intercepter une fois, mais bon, c'est un ballon typé par son running back, c'est pas vraiment de sa faute. En face, il y a une très belle défense de Georgia au sol qui a permis à Auburn de rusher seulement en moyenne pour 1,1 yard. Ça, c'est Stetson... Ouais, oui. Ah non, mais la défense en face. Et ouais, Tank Bixby, et il y en a 2 autres, je sais, Rovers, je sais plus, mais voilà, ils ont fait courir 3 running backs Auburn. Stetson Bennett qui a fait un travail très efficace, le quarterback de Georgia, encore une fois le quarterback qui aurait jamais dû être là. La O-line qui était assez exceptionnelle aussi, hein, il avait du temps pour lancer. Vous pouvez voir d'ailleurs son superbe touchdown de 60 yards pour le receveur Lad Maikonki, hein, allez voir ça, c'était dans le backfield, magnifique. Il n'y a aucun moment Auburn a inquiété Georgia, hein, les Bulldogs qui ont assis leur domination tranquillement sur ce match. Voilà, c'est la première fois que Georgia est classée
parce que ça y est, c'est la première fois que Georgia est classé premier à l'AP-Poll en saison régulière depuis 1982. Kirby Smart au top pour l'instant de l'AP-Poll. À voir comment ça va évoluer dans les semaines qui arrivent. Il y avait aussi un choc, cette fois-ci du côté de l'ouest des États-Unis, Gus. Ouais, on va en parler rapidement, quoi. C'est Utah qui a battu USC au Coliseum 42-26, ce qui fait la première victoire des Utes dans cette enceinte mythique des États-Unis. Voilà. Et le cauchemar continue pour USC. Ça continue à perdre. Cauchemar, c'est le cas de le dire. Cauchemar. Voilà. Et bien voilà pour les matchs. Pour ajouter 2-3 petites anecdotes quand même sur ce week-end de college football, Vanderbilt a pris 104 points. Ils ont encaissé 104 points et inscrit 0 points en 2 matchs de ACC là, sur leurs 2 derniers matchs. Voilà, très belle performance du coup pour Vandy. Grayson McCall, le quarterback de Coastal Carolina, dont on parle souvent, qui pourrait être une attraction pour la NFL bientôt, est en train de passer le record d'efficacité à la passe de l'histoire de la NCAA. Il est à 234,2, tandis que le record, c'est 230,4 en moyenne. Et en FBS, c'est 203,1. C'était Mac Jones qui le détenait l'année dernière avec Alabama. Et puis, on va faire une petite dédicace à Tennessee France, notre pote à qui on fait des gros bisous sur Twitter. Allez le suivre. Sur ces 2 derniers matchs, Tennessee a marqué sur 11 drives consécutifs en première mi-temps. Ils sont à 101 contre 13 points encaissés au premier quart-temps contre leurs adversaires cette année. 101 à 13. Voilà, on aura un très gros match qui va démarrer avec beaucoup de points, on suppose, la semaine prochaine, car Tennessee affrontera Ole Miss. Au niveau de l'AP-Poll, je vais déjà vous citer le top 5 qui vient de sortir, le top 4 particulièrement. Georgia numéro 1, Iowa numéro 2, Cincinnati numéro 3, c'est le meilleur classement de leur histoire. 4e Oklahoma et 5e Ohio State. N'hésitez pas sur Twitter, on a mis... 5e Alabama. Pardon ? 5e Alabama, c'est Ohio State et 6e. Ah, j'ai dit Ohio State. Oh, c'est une question d'habitude. Oui, Alabama 5e, 6e Ohio State, désolé. Donc, il y a 5 équipes de Big Ten dans le top 10. Mais après, elles vont quasiment toutes s'affronter, donc ça devrait redescendre avec les bilans. D'ailleurs, pour vous les auditeurs, on vous a créé un petit truc. Chaque semaine, vous pouvez faire votre top 25 et ensuite on met en commun les top 25 de la communauté française qui adore la NCAA. Vous pouvez les faire sur on vous le partage à chaque fois avec The Trick Play sur nos différents réseaux et notamment sur Twitter. On vous le partage beaucoup. Vous avez ce top 25 que vous pouvez remplir et après, nous, on fait la moyenne pour vous. Voilà, et on sort chaque semaine le top 25 de la commu. Donc, n'hésitez pas à venir nous demander en DM si jamais vous ne trouvez pas. Nos MVP de la semaine, et on va conclure l'épisode là-dessus. Pour toi, Augustin, ton MVP offensif et ton MVP défensif, qui t'a le plus impressionné cette semaine ? Offensif, je vais choisir un duo. C'est le duo de Michigan State dans la victoire des Spartans 31-13 face à Rutgers. Le receveur Jalen Naylor et le running back Kenneth Walker III. Jalen Naylor, c'est 5 réceptions, 221 yards et 3 touchdowns. Et Kenneth Walker, c'est 28 portées, 223 yards à la course et un touchdown. Les deux ont inscrit un touchdown de 100 yards, les deux à chaque fois. Enfin, 2 magnifiques touchdowns. Et voilà, c'est mon duo offensif de la semaine. On continue à faire des petites entorses à ta question, Elio. Et au niveau défensif, à part cette défense de Cincinnati, encore avec Kobe Bryant, voilà, j'ai personne d'autre à dire. Et toi, Ryan ? Alors pour moi, j'ai choisi du coup comme MVP offensif Marvin Mims, qui sort un match à 5 réceptions, 136 yards et surtout les 2 TD qui remettent littéralement Oklahoma dans le match pour ensuite permettre à Oklahoma d'aller chercher une victoire historique. Et en défense, mon MVP ce sera Demani Richardson, qui donc linebacker à Texas A&M, qui sort d'un match à 7 plaquages et surtout l'interception dans la end zone dont on parlait plus tôt, qui pour moi a fait très mal à Bama dans le momentum de ce match. Très bien. Et de mon côté, en attaque, ça sera un autre joueur que Marvin Mims, qui avait pas la même couleur de maillot, mais qui était sur le même terrain. C'est Xavier Worthy, donc le receveur de Texas, qui était auteur de 9 réceptions pour 261 yards et 2 touchdowns. Il était dans tous les bons coups. C'était assez impressionnant à le voir jouer. Donc félicitations à lui. Et défensif.
Ouais, citons juste vite fait en offensif, Elio, excuse-moi, Zach Calzada, hein, qui fait un mauvais début de saison et là qui sort le match de sa carrière, celui pour lequel on le retiendra pour très très longtemps à College Station. Zach Calzada, il a été très grand ce week-end. Ouais, du côté de Texas A&M. Et MVP défensif, j'ai choisi Kobe Bryant de Cincinnati. Après, c'est vrai que Cincinnati ont battu Temple, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais toujours pareil dans les bons coups avec une interception en retour de 21 yards et 6 plaquages, un demi-tackle for loss. Voilà. Match assez complet pour le cornerback qui complète cette excellente paire de cornerbacks qu'ont Cincinnati avec Sauce Gardner-Johnson de l'autre côté. Les amis, Sauce Ahmad Garner, j'y arrive plus. Il y arrive plus, le mec il a les Saints qui passent dans sa tête et tout. Les flashbacks, la guerre, vous savez, les enfants, c'est très dangereux. Faut pas faire ce genre de choses. C'est ça. C'est ça. Merci messieurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à la prochaine. On se voit samedi 6h sur 5h, 17h sur Twitch pour le 1-2-6 pour présenter le week-end de match. Et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Salut à tous.